La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Polarisé entre ceux qui comprennent la colère des jeunes et ceux qui dénoncent la casse. Alors la forme? Ouais. Et toi? Ouais, si on fait abstraction d'à peu près chaque actualité qui tombe. J'avoue que l'actualité des technologies de l'information en particulier est assez frustrante. C'est vrai que depuis ta vidéo en 2020 sur le licenciement par Google de la chercheuse en éthique des IA Timnit Gebru, il pleut des trompes de mauvaises nouvelles informationnelles. L'une des dernières douches froides, c'est quand même quand je vois tous les jours l'adoption massive de TikTok. Pareil, j'aurais voulu croire qu'un produit qui est aussi dangereux et addictif et qui de surcroît est sous le contrôle d'une puissance étrangère aurait au moins été accompagné d'une levée de bouclier. Et d'ailleurs, on l'a peut-être oublié, mais en 2019, il y avait un consensus bipartisan pour interdire TikTok. C'était avant qu'une poignée de sénateurs républicains finissent par défendre l'indéfendable. Et qu'a-t-on appris en 2023 ? Eh bien, qu'ils étaient payés par un milliardaire américain, Jeff Bezos, qui est, surprise, un investisseur important de TikTok. Entre ça et le rachat de Twitter par Elon Musk, on se sent vraiment bien entouré. Ah oui, quelle catastrophe. Et c'est un exemple qui montre très bien à quel point les écologistes qui se préoccupent avant tout de la consommation matérielle et énergétique du numérique font fausse route. Ah oui, carrément. Ce qui est beaucoup plus dangereux là, en plus de l'hyperconsommation à laquelle participent déjà largement les plateformes, c'est le fait que les modifications que Musk a apportées à Twitter ont amplifié les discours d'extrême droite et le harcèlement des scientifiques du climat. Beaucoup de ces scientifiques ont fui Twitter, ce qui n'est sans doute pas étranger à un maintien du climato-dénialisme à travers le monde. Oui, c'est la merde. Mais en même temps, au milieu de ce déluge de mauvaises nouvelles climatiques, informationnelles et géopolitiques, quelques lumières démocratiques brillent peut-être au bout du tunnel. Ah, je suppose que tu penses notamment au miracle taïwanais, qui, au milieu des opérations de déstabilisation chinoise, parvient à préserver et même à renforcer sa démocratie. Alors que toute la planète est occupée par des algorithmes de recommandation hors de tout contrôle démocratique, Taïwan, ce pays d'irréductibles démocrates, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il y a eu en particulier les élections présidentielles en janvier dernier et, miracle, le DPP, le parti progressiste démocrate, le plus ferme vis-à-vis de l'ogre autoritaire chinois voisin, est sorti gagnant. Et si les élections ont pu se dérouler démocratiquement et échapper à la volonté du régime chinois, c'est notamment grâce à la politique numérique impulsée par la géniale Audrey Tang et à toutes les innovations alliant numérique de pointe et démocratie implémentées par tout le mouvement numérique démocratique taïwanais. Depuis des années, par exemple, il pré-bunk toutes les attaques informationnelles que la Chine pourrait mener. C'est-à-dire qu'il montre et illustre les attaques que risque d'entreprendre la Chine afin d'habituer la population aux attaques pour qu'elle puisse les détecter rapidement et y réagisse au mieux. Je m'en étais d'ailleurs inspiré pendant le Covid avec mes propres pré-bunks. Ah yes, un peu comme un vaccin contre les armes informationnelles en fait. Ils inoculent les bons anticorps à la désinformation dans toute la population comme une campagne de vaccin permanente pour que la démocratie se porte bien. Comme si le gouvernement français publiait un deepfake d'Emmanuel Macron déclarant la volonté de la France de conquérir la planète pour que les Français puissent détecter ce genre d'attaque avant qu'une puissance étrangère ne les mette en place pour déstabiliser le pays. Et ce n'est pas tout. Ils utilisent une plateforme numérique appelée Poll.is qui est un peu l'opposé des réseaux sociaux. Tout y est fait pour faire émerger les consensus. Non pas pour les créer, mais bien pour rendre visibles ceux qui existent déjà, mais auxquels on ne prête pas suffisamment attention. Par exemple, qui est aujourd'hui contre le fait de taxer davantage le carburant des jets privés pour l'investir dans des infrastructures énergétiques renouvelables ? Quasi personne a priori. Voilà exactement le genre de consensus qu'une plateforme comme Police fait émerger et met sur le devant de la scène. Police a d'ailleurs été utilisé en France récemment pour identifier des consensus sur la réforme de la police. Consensus sur la réforme de la police ? Ça existe vraiment ça ? Et oui, notamment investir davantage dans la formation des policiers et renforcer la police de proximité. On est en fait quasiment tous d'accord pour faire cela. Alors personnellement, ce qui m'a le plus impressionné dans les dernières élections à Taïwan, c'est la stratégie qu'ils ont employée pour éviter les accusations de fraude qui auraient pu venir de Chine pour remettre en question la validité du scrutin. Ah oui, gros sujet, surtout avec les élections à venir aux États-Unis en fin d'année. Dans une démocratie numérique, j'aurais bêtement pensé que le vote numérique serait favorisé, avec des méthodes d'authentification et de cryptographie hyper poussées. Et en fait, pas du tout. Ils sont partis du consensus des experts qui disent que fondamentalement, le vote numérique est piratable. Et donc que le plus sûr, c'est que tout le monde aille voter physiquement.
La sobriété numérique et le bon vieux présentiel, ça reste finalement une solution de cybersécurité extrêmement efficace. Mais bon, on va pas non plus dire que c'est disruptif. Non. Mais ils ont par contre recommandé à tout le monde, notamment aux responsables des différents partis, ou à des youtubeurs, ou même à des citoyens ayant un téléphone qui filme en haute définition, de filmer tout le processus, notamment le dépouillage. Ainsi, s'il y a des accusations de triche dans un bureau de vote, ils peuvent se défendre instantanément en montrant les différentes vidéos existantes du processus, prises par différentes personnes, aux intérêts parfois divergents, montrant toutes qu'il n'y a pas eu d'irrégularité. C'est vraiment intelligent et très inspirant. Complètement, et comme le montre Taïwan, l'alliance entre innovation sociale et innovation technologique au service d'une démocratie renforcée est non seulement possible, mais sans doute même indispensable dans nos sociétés modernes. En tout cas, Jean-Loup, les bénévoles de Tournesol et moi, on est persuadés que cette quête est primordiale et urgente. En particulier, on tente à notre échelle de créer des briques technologiques pour une gouvernance plus démocratique des algorithmes et des écosystèmes informationnels dont la stabilité de nos régimes dépend. Et puis, on fait d'énormes efforts pour communiquer aussi bien que possible les enjeux et les pistes à explorer pour protéger nos démocraties. En fait, la démocratie numérique est un sujet tellement passionnant, complexe et riche qu'on a décidé d'écrire un livre pour que chacun puisse prendre part à cette aventure démocratique dont notre sort à tous, littéralement, dépend. Ce livre est composé de 3 parties. La première dresse un bilan en montrant en particulier à quel point l'attention de chacun d'entre nous est une ressource existentielle pour l'ensemble de la société. Or, les technologies du numérique sont justement en train de l'exploiter et de la détourner sans qu'on y prête suffisamment attention. La deuxième partie du livre présente le chantier pluridisciplinaire que représente la démocratie numérique, avec des enjeux comme la distribution des droits de vote, la psychologie de l'électeur, les biais d'activité, la démocratie liquide, le constructivisme moral et la cybersécurité. C'est des concepts qui peuvent paraître très complexes, mais le but de cette partie, c'est justement de les vulgariser et de montrer leur importance. Et enfin, la troisième partie vous donne des raisons rationnelles de vous investir dans cette lutte planétaire. On a listé toutes les billes concrètes pour participer à l'aventure incroyable de faire en sorte que le possible démocratie numérique devienne adjacent. On y donne aussi des stratégies pour appeler nos politiques, nos journalistes, nos scientifiques, nos ingénieurs, nos juristes, nos vulgarisateurs et nos concitoyens à se mobiliser pour faire du cyberespace un espace de droit régi par des prémices démocratiques. Alors vous dites peut-être, oui mais nous on n'est pas Taïwan. Ou alors, ok, encore une lutte planétaire désespérée, comme si c'est ça qui nous manquait. C'est vrai que face au torrent de mauvaises nouvelles, on peut vite basculer dans un cynisme éclairé et affirmer que tout est perdu. Je dois bien dire que personnellement, j'ai été tenté à plusieurs moments de baisser les bras et juste de vivre ma petite vie dans mon coin, voire accepter des missions poétiques pour remplir mon compte en banque. Autre option, succomber et se précipiter dans ce qu'on appelle parfois le syllogisme du politicien. 1. Quelque chose doit être fait. 2. X est quelque chose. 3. Donc X doit être fait. Autrement dit, on pourrait se dire que face à la gravité de la situation, il vaut mieux faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Même si ce quelque chose a toutes les chances d'être contre-productif. Malheureusement, de nombreux politiciens et de nombreux mouvements populaires abusent de cette rhétorique fallacieuse. Et il est possible de succomber à ce discours en se disant qu'effectivement, vu à quel point les choses vont mal, on ne peut pas empirer la situation en étant dans l'action, par exemple en participant à décrédibiliser et à démanteler les institutions publiques. Ou dans le cas de la lutte contre le changement climatique, il peut être extrêmement tentant de joindre les protestations contre le nucléaire ou le photovoltaïque pour donner de la visibilité à des préoccupations qui nous tiennent à cœur. L'écologie et la préservation de l'habitabilité de la planète. Si l'intention est bonne, c'est que l'action est forcément positive, non ? Alors que le nucléaire et le photovoltaïque semblent indispensables, au moins sur le court terme, pour nous sortir de la dépendance aux fossiles et réduire les pollutions catastrophiques dues à l'utilisation de ces ressources. Entre action déraisonnée et cynisme inactif, faut-il choisir ? Ce choix binaire est un archétype de faux dilemme, et il n'est pas sans rappeler un autre faux dilemme connu sous le nom de sophisme de la solution parfaite. C'est typiquement le sophisme dans lequel je suis longtemps tombé et dans lequel tombent encore certains militants du climat, qui rejettent des solutions technologiques comme le nucléaire, les voitures électriques ou le photovoltaïque, simplement parce que ces solutions ne seraient pas parfaites, qu'elles présenteraient des risques et continueraient à consommer beaucoup de métaux et de requérir de grandes surfaces. Mais comme le répètent l'ONU et le GIEC, chaque fraction de degré compte.
Autrement dit, plutôt que de se demander comment éviter toute catastrophe, il s'agit de prendre toutes les mesures possibles, qu'elles soient technologiques ou comportementales, comme la sobriété, pour atténuer cette catastrophe, ne serait-ce qu'un peu. En particulier, pour mesurer rigoureusement l'ampleur de notre impact, il est vraiment important de mesurer adéquatement les attentes qu'il nous est raisonnable d'avoir quant au futur des technologies de l'information. Si vous vous forcez à être optimiste et si vous imaginez que l'on aura résolu tous les problèmes de cyberarnaque, de cyberharcèlement, de désinformation, d'appel à la haine et de deepfake pornographique dans les 5 ans à venir, j'ai envie de dire que vous risquez certainement d'être très déçu. Et que les baffes que vous prendrez en découvrant les actualités risquent de vous transformer en cynique extrêmement rapidement. A l'inverse, si vous analysez avec attention la crise informationnelle actuelle, vous risquez de devenir significativement plus pessimiste. Et ça, c'est aussi utile parce que ça va vous permettre d'ajuster adéquatement vos attentes et de mesurer plus correctement l'impact de différentes interventions. Mais surtout, même si cet impact est très loin de résoudre tous les problèmes de la crise informationnelle, il peut être utile pour réduire l'ampleur de ces problèmes, ou pour retarder leur accélération par rapport au scénario où nous n'aurions rien fait. Et tout ça, c'est retirer au malheur de ce monde. En tout cas, ce principe, il nous aide énormément à ne pas baisser les bras. Certes, on n'arrivera pas seul à empêcher la réutilisation des algorithmes génératifs par le cybercrime, mais quand on aide des concitoyens et des entreprises à anticiper ces risques, et quand on les aide à réduire la probabilité d'être victime d'une attaque dévastatrice, on sent qu'on contribue positivement à la sécurité financière et mentale de la population, ainsi qu'à la stabilité de leur écosystème économique. Et de même, tout parent qui est davantage sensibilisé par le danger que représentent les réseaux sociaux et les deepfakes et qui prend des mesures pour mieux les protéger grâce à ce qu'on peut dire, c'est une fraction de degré qui non seulement compte, mais qui est en fait inestimable. Alors, aider à atténuer la catastrophe, c'est bien, mais on va se l'avouer, c'est pas toujours le plus réjouissant. Plutôt que d'éviter le pire, on peut avoir l'ambition de construire le meilleur. Mais est-ce vraiment rationnel d'avoir une telle démarche dans un monde dans lequel nous ne pesons pas plus qu'un neurone dans un cerveau? On en vient là au sophisme du fatalisme dans lequel tombe le cynisme éclairé, ou pseudo-éclairé. Une croyance trop élevée en notre insignifiance peut décourager l'action. Mais en fait, il est extrêmement présomptueux de conclure dès aujourd'hui que tout est foutu et qu'on ne peut rien faire. Et en fait, l'histoire est remplie d'exemples d'événements inimaginables les semaines précédant leur survenue, et dans lesquels de nombreux individus ont eu leur rôle à jouer, à l'instar du siècle des Lumières, de mai 68 ou de la défense de l'Ukraine lors de son invasion par la Russie. Dire que tout est foutu et qu'on n'y peut rien, en plus d'être une prédiction très imprécise, qui ne tient pas compte du fait qu'il y a des catastrophes qui sont moins horribles que d'autres, c'est surtout un archétype d'excès de confiance. Alors pour être très clair, on ne prédit pas que tout ira bien, pas du tout. On affirme juste que la probabilité que les années à venir donnent lieu à des opportunités inattendues de renforcement des démocraties dans lesquelles nous avons un rôle à jouer ne doit pas être exclue. Tout ça parce que les mouvements sociaux sont historiquement extrêmement difficiles à prédire. Et il y a un enjeu majeur aujourd'hui à concevoir les idées, les solutions et les mouvements qui, le jour où la fenêtre d'opportunité s'ouvrira, seront prêts à être saisis. En particulier, la probabilité qu'il y ait des fenêtres d'opportunité pour transitionner vers une démocratie numérique ne nous paraît pas négligeable, comme ce fut d'ailleurs le cas à Taïwan suite à la révolution des tournesols. Le médecin et chercheur en biologie Stuart Kaufman parle de possibles adjacents. La présence d'idées, de solutions et de mobilisation modifie le champ des possibles qui nous sont accessibles. On peut participer à créer un autre futur, adjacent, tout proche, même s'il semble encore aujourd'hui improbable qu'il soit adopté. Exactement comme Taïwan a su profiter de sa fenêtre d'opportunité grâce à des jeunes sensibilisés aux enjeux politiques, à des outils libres et open source comme Git et Police, et à un idéal démocratique que des millénaires d'histoire ont aidé à concrétiser. Taïwan ne serait pas là où ils en sont aujourd'hui sans tout le travail préalable des activistes comme Audrey Tang en 2014 ou comme Colin McGill, le créateur de Police. Et les progrès en question ne sont pas uniquement d'ordre mathématique ou algorithmique. Il y a plein de questions philosophiques, sociologiques, psychologiques, économiques et juridiques, parmi tant d'autres, qu'il nous faut absolument résoudre si l'on veut faire de la démocratie numérique un possible adjacent. En tout cas, c'est vraiment la construction de ce possible adjacent qui nous motive tant à nous battre pour une démocratie numérique, en contribuant notamment à développer l'association Tournesol.
En fait, si la démocratie numérique de Tournesol ne sera sans doute pas imposée à TikTok dans les années à venir, c'est même peut-être une bonne chose, car on s'en rend bien compte nous-mêmes quand on étudie la sécurité de Tournesol. Il reste énormément de progrès scientifiques à faire avant que Tournesol soit un adjacent possible suffisamment robuste pour qu'il soit raisonnable de l'introduire lors d'une fenêtre d'opportunité future. Et donc, il y a à nos yeux urgence à travailler aujourd'hui sur Tournesol et plus généralement sur la gouvernance des algorithmes et sa sécurité. Tout ça et bien plus encore. C'est précisément l'objet du livre que Lé et moi publions chez Talendier et qui paraît aujourd'hui même. Son titre ? La dictature des algorithmes, une transition numérique démocratique est possible. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir au live ce soir à 20h où Jean-Loup et moi répondrons à vos questions et parlerons du livre qu'on a longtemps écrit sans s'être jamais rencontrés. Et d'ailleurs, si dans vos activités, il y a libraire ou bien organisateur d'événements et que ces sujets vous passionnent, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de venir présenter le livre dans les endroits accessibles en train depuis Lausanne ou Toulouse. Et pour commencer cette transition numérique démocratique, en avant-première, on peut vous donner notre premier conseil. Lisez le livre.